La commission électorale centrale confirme la victoire du parti Rêve géorgien aux législatives de samedi. Les observateurs internationaux dénoncent des pressions et des fraudes. En Bulgarie, les premiers sondages de sortie des urnes attribuent la victoire au parti conservateur, dont le leader Boyko Borisov a gouverné le pays pendant près de 10 ans. La commission électorale centrale confirme la victoire du parti pro-russe au pouvoir en Géorgie, Rêve géorgien, face à la coalition d'opposition pro-européenne aux législatives de samedi. Elle a aussi déclaré que le scrutin s'est déroulé dans un environnement calme et libre, ce que ne pensent pas les observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui affirment avoir observé des achats de voix et des cas de double vote, notamment dans les zones rurales. The presence of cameras of the ruling party in the polling stations and people in front of polling stations tracking and possibly controlling voters led widespread climate of pressure and party-organized intimidation and a feeling of Big Brother is watching you, as one of our observers depicted it. L'opposition a refusé dans la nuit de samedi à dimanche de concéder sa défaite et accuse Rêve géorgien, aux affaires depuis 2012, de dérive autoritaire pro-russe et d'éloigner la Géorgie de l'Union européenne et de l'OTAN. Bruxelles, qui n'a pas encore réagi, a averti que les chances de la Géorgie d'entrer dans l'Union européenne dépendraient de ces élections. En Lituanie, l'opposition de centre-gauche remporte les élections législatives face aux conservateurs. Grâce à cette victoire, la chef de file des sociodémocrates, Vilija Blinkevičiūtė, âgée de 64 ans, est connue pour sa défense des questions sociales, a toutes les chances de devenir première ministre. Avec 52 sièges sur 141 que compte le Parlement, le Parti social-démocrate espère former une coalition. Selon les résultats partiels, les démocrates chrétiens de la première ministre sortante, Ingrida Simonit, gagne 28 sièges, alors que le parti populiste, mené par un ancien député, récupère 20 sièges et se place en 3e position. Afin d'obtenir une majorité absolue, le Parti social-démocrate, qui avait déjà dirigé le gouvernement de 2012 à 2016, mise sur une coalition avec l'Union démocratique et l'Union populaire des paysans lituaniens. Ensemble, ils totaliseraient 74 sièges au Parlement. En Bulgarie, les premiers sondages de sortie des urnes attribuent la victoire au parti conservateur Gerb avec 26,4% des voix, dont le leader Boyko Borisov a gouverné le pays pendant près de 10 ans. Le parti libéral Nous continuons le changement recueillerait 15,4% des voix, se plaçant en 2e position. Les nationalistes du parti Renaissance seraient 3e avec 13,8%. Ces législatives sont les 7e élections en 3 ans. Le taux de participation est au plus bas et les sociologues s'attendent à un chiffre avoisinant les 30%. Le marasme électoral dans le pays, qui inquiète les investisseurs étrangers, a mis en suspens les réformes anticorruption et de transitions énergétiques, compromettant le versement de milliards d'euros de fonds européens. La situation a également provoqué le report de l'adhésion à la zone euro et l'accession pleine et entière à l'espace libre de circulation Schengen. Pas d'appel aux représailles au lendemain des frappes israéliennes sur des sites militaires en Iran. Ce dimanche, le guide suprême de la révolution iranienne, l'ayatollah Ali Khamenei, a estimé que l'attaque ne doit être ni exagérée ni minimisée et a appelé les responsables iraniens à décider comment réagir dans l'intérêt de la nation et du peuple. قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن. این رو ما باید به اینها بفهمونیم. De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé que les frappes avaient gravement endommagé l'Iran et atteint tous les objectifs d'Israël. L'attaque de samedi a endommagé des installations d'une base militaire secrète au sud-est de Téhéran et tué 4 soldats iraniens. Un camion a foncé sur un bus à l'arrêt près de Tel Aviv dimanche matin, faisant au moins 1 mort et 32 blessés, dont plusieurs graves. Selon les premiers éléments de l'enquête, le bus s'est arrêté pour déposer des passagers lorsque le camion l'a percuté. Plusieurs personnes sont alors restées bloquées sous le véhicule. Les services de secours sont rapidement arrivés sur les lieux pour prendre en charge les blessés.
L'un d'entre eux a succombé à ses blessures à l'hôpital. L'arrêt de bus où a eu lieu l'attaque est situé près du siège du Mossad et d'une base militaire israélienne. La police dit avoir neutralisé l'assaillant et cherche désormais à déterminer son identité. Le Hamas et le djihad islamique ont fait l'éloge de cette attaque, mais ne l'ont pour l'heure pas revendiquée. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé samedi dans plusieurs villes italiennes pour appeler à la paix à Gaza et en Ukraine. Ici, à Rome, un drapeau géant aux couleurs de la paix a été déroulé devant le Colisée. 10 000 personnes étaient réunies dans la capitale. La manifestation était organisée par plusieurs partis d'opposition de centre-gauche, par des syndicats ou encore par des organisations qui défendent le désarmement ou s'occupent des médecins de guerre. Les manifestants ont condamné le nombre élevé de civils tués dans les guerres à Gaza et en Ukraine. Ils exhortent le gouvernement italien et la communauté internationale à relancer une conférence de paix sous l'égide des Nations Unies. Ils étaient des milliers à manifester dans la capitale portugaise samedi contre les violences policières et le racisme après la mort lundi dernier d'un homme noir âgé de 43 ans. Ce père de famille, originaire du Cap-Vert, ancienne colonie africaine du Portugal, a été abattu de 2 balles par un officier de police âgé de 20 ans. Durant 4 jours, des violences ont éclaté dans les quartiers populaires de Lisbonne où vivent d'importantes communautés immigrées. Les manifestants, qui défilaient de façon pacifique, ont scandé des slogans tels que « Pas de paix sans justice »,« Violence policière, héritage colonial ». Sur les pancartes, on pouvait lire « Arrêtez de nous tuer, le racisme tue » ou encore « Black Lives Matter ». Dans le même temps, le parti d'extrême droite Chega a organisé une manifestation en soutien aux policiers. Ce dernier, selon les médias locaux, a été mis en examen pour homicide. L'ancien président bolivien Evo Morales a été victime d'une tentative d'assassinat dimanche matin alors qu'il traversait Cochabamba, une ville du centre du pays. Sur des images publiées par Evo Morales lui-même sur les réseaux sociaux, on entend au moins 14 coups de feu qui ont touché le véhicule. Le conducteur a été blessé au bras et à la tête. L'ancien président bolivien affirme que l'attaque a été commanditée par l'opposition. Une enquête policière est en cours pour pouvoir confirmer cette thèse. Depuis la mi-octobre, la Chine impose des taxes anti-dumping temporaires sur les importations de brandy européens. Pékin applique cette politique tarifaire après que la Commission européenne a déclaré vouloir imposer des droits de douane sur les véhicules électriques en provenance de Chine. Une mesure qui inquiète les producteurs de cognac dans le département français de la Charente, alors que 99% du spiritueux français a été importé par la Chine l'année dernière, représentant pour eux plus d'1 milliard d'euros de revenus. Nous sommes pris en otage d'une situation dans le cadre d'un conflit entre l'Europe et la Chine sur les véhicules électriques. Cognac qui est strictement pour rien, on est complètement sacrifié. Donc on peut encore rattraper la situation. Il en va de notre gouvernement de trouver des solutions, de se rapprocher de la Chine et de voir quelles discussions il peut y avoir hors Europe. Je rappellerai que la Chine, c'est notre premier marché en valeur, j'insiste beaucoup, notre deuxième en volume. Déjà fragilisé par des conditions météorologiques défavorables cette année, et en première ligne de la guerre douanière entre l'Union européenne et la Chine, les producteurs de cognac craignent que la décision de Pékin ne menace encore un peu plus l'avenir de leur métier. Venir rajouter ce sujet des taxes chinoises qui nous ferait perdre notre deuxième marché, ça entraînerait des conséquences catastrophiques pour tous les opérateurs, viticulteurs, négociants et toute la filière qu'il y a autour de nous. D'autres eaux-de-vie produites en Europe sont également concernées par les mesures chinoises, notamment l'Armagnac ou encore la grappa italienne.
Les photographies d'Ester Horváth, qui constituent la pièce maîtresse d'une nouvelle exposition à Budapest, en Hongrie, ont toutes été prises dans le village norvégien de Ny-Ålesund, considéré comme l'épicentre du réchauffement climatique. À travers ces clichés, la photographe veut démontrer que le changement climatique ne se produit pas du jour au lendemain. La recherche sur ses effets est complexe et demande de la patience. Et depuis les années 90, de plus en plus de femmes participent à ces travaux. Lehetsz egy érzékeny, törékeny nő, és mégis imádhatod a hideget, és mehetsz egy ilyen nagy kihívásokkal teli útra, élhetsz ilyen helyeken, mert ez teljesen független, hogy valaki nő vagy férfi, ez igazából attól függ, hogy szereted a hideget, vagy nem szereted a jeget, vagy nem. Ez csak ettől függ, és egy inspirációt szeretnék ezekkel a képekkel adni a fiatal generációnak, hogy talán láthatják önmagukat, hogy lehetek egy szakács és dolgozhatok egy ilyen expedíción, lehetek egy kutató, lehetek egy diák, és hogy ezeket el lehet érni, hogyha az ember ezt szeretné. Le réchauffement climatique est souvent uniquement associé par le grand public à des chiffres, des dossiers et à des rapports. Mais à travers ces photographies, Ester Horváth veut montrer les êtres humains qui se cachent derrière toutes ces données scientifiques. Milyen kutatások zajlanak nap mint nap, meg ahhoz, hogy megértsük a klímáknak a változását, az nagyon hosszú periódusokra van szükségünk, és ez a klímakutató és környezeti kutató falu, Ny-Ålesund, amiről a kiállítás szól, az 1963-ban alapult, és azóta zajlanak kutatások minden nap, kivétel nélkül. Ester Horváth a photographié 25 expéditions d'exploration dans l'Arctique depuis 2015. Son travail a été récompensé par le World Press Photo et le prix national géographique Wayfinder, entre autres. L'exposition photographique Étoiles nocturnes de l'Arctique est visible au Kappa Center de Budapest du 25 octobre au 31 janvier.